Bonsoir. La citoyenneté n'est pas un dispositif constitutionnel, ni un droit parmi d'autres, ni même une qualité existentielle au sein de la nation. Une qualité existentielle au sein de la notion de nation. La citoyenneté, en fait, est un état d'esprit, le lien irréductible, indissociable, qui cristallise l'esprit même de l'être politique qui cimente l'appartenance entre les individus d'une même entité nationale. Mais encore plus qu'un état d'esprit, la citoyenneté est une langue commune, une geste nationale, une épopée faite de conquêtes sur l'injustice, sur la violence, sur le despotisme. La citoyenneté est une langue qui ne se parle pas, mais qui se décline en mode de dignité, d'inviolabilité, d'incarnation de tout ce qui porte l'humain dans son exercice de sa propre souveraineté, dans celui de sa nation, de sa mémoire et de l'avenir des générations futures. Voilà pourquoi tous les systèmes totalitaires mobilisent une systémique dynamique d'abrutissement. Voici pourquoi, en plus de la répression qui lui est intrinsèque, en plus de la corruption de masse et celle de ses relais proches, qui est inhérente à sa logique, il use le régime despotique. Il use sans compter d'intellectuels organiques, pour reprendre cette formulation de Gramsci, pour enfermer la langue politique, l'expression citoyenne dans un conditionnement plombé, où le verbe politique est incarcéré, dont les ailes sont rognées pour ne pas lui permettre de prendre son envol. Une langue politique réduite à l'état de novlangue, n'est-ce pas, pour ceux qui ont lu 1984. Cette incarcération linguistique et spirituelle qui lobotomise l'individu du mot qui lui ouvre les horizons de la citoyenneté, justement, pour ne lui laisser que l'angle très étroit, très obscur, depuis lequel il ne peut pas s'exprimer, et encore moins ressentir que le balbutiement très sommaire, très fruste, pour une relation de dominé à dominant. C'est cela, c'est cette novlangue qui se pratique aujourd'hui en Algérie et qui se décline de la façon la plus réductrice qui se puisse imaginer. C'est cela qui explique l'absence totale de citoyenneté dans cette nation entravée avant même que d'être libérée. Constitution, révision technique ou manipulation politique, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi sur le plateau Maître Issa Rahmoun, avocat, secrétaire général de la Fédération internationale des droits humains. Issa Rahmoun, merci d'être avec nous. Merci Si Jamal, bonsoir, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Bonsoir, cher ami Rahim et Azul pour les téléspectateurs. Merci beaucoup. Vous avez tendance ces derniers temps à faire une sorte de binôme, tous les deux. Et ça se passe très bien entre vous. Les idées circulent très bien, j'ai l'impression. Donc, avec nous, notre ami Abdelrahim, enseignant,
militant pour la démocratie en Algérie, mais pas seulement, militant pour la démocratie d'une façon générale. Abderrahim, merci d'être avec nous. Merci Jamaldine, bonsoir, merci pour l'invitation. Bonsoir Aïcha Rahmoun, maître Aïcha Rahmoun. Si je peux reprendre ce que tu viens de dire, Jamaldine, c'est parce que l'engagement pour les droits humains, pour la vérité, la justice en Algérie, fait converger des militants, et c'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec maître Aïcha Rahmoun. Mais on sent que vous militez ensemble, que vous êtes un peu dans la même bulle, qu'il y a un échange, qu'il y a quelque chose dans l'air qui... moi, avec l'habitude, j'ai appris à reconnaître, comme on dit, les bons binômes. Les gens qui vont très bien ensemble et qui se complètent, qui suscitent une vraie synergie. C'est militante, j'allais dire. C'est le mot, les synergies parfois divergentes, mais qui convergent vers un idéal commun, celui de la justice, celui de la libération du pays, celui de la démocratie, des droits humains, la dignité humaine. De la démocratie, de la citoyenneté, justement. J'aimerais, avant d'aborder ce sujet qui est celui de la révision technique, nous dit-on, de la Constitution en Algérie, j'aimerais que nous commencions à parler un peu de la citoyenneté. Parce qu'à travers ces atteintes qui n'en finissent pas de se répéter, de se décliner sous toutes les formes, contre la citoyenneté, justement une citoyenneté qui, de toutes les façons, même pas balbutiante, parce que tout a été fait pour l'en empêcher. La citoyenneté, d'ailleurs ce régime use de ce que Gramsci appelle les intellectuels organiques, même si on déforme un peu le sens initial qu'il a voulu donner à cette formulation. Les intellectuels organiques, par exemple, en Algérie, et je m'arrêterai là pour vous laisser développer, recourent systématiquement à cette formule éculée de « il n'y a de démocratie nulle part », un peu pour justifier ce qui se passe en Algérie. Ils sont tout le temps en train de nous dire « non, mais vous rêvez, les démocraties occidentales, c'est de la poudre aux yeux, il n'y a rien ». Et ça consiste justement à enfermer la perception même de citoyenneté dans des formulations très étriquées. C'est un peu comme si on empêchait quelqu'un d'avoir une langue pour s'exprimer. Ça veut dire il est là dans une non-expression de sa propre citoyenneté. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, Aïcha Rahmoun, sur cette, je ne crains pas de le dire, absence quasi totale de citoyenneté, du ressenti de la citoyenneté dans notre pays? Comment l'expliquer? Effectivement, c'est une question de fond qui touche à un débat de fond. Oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, force est de constater que la citoyenneté qui est encadrée par la Constitution est la personne qui est encadrée par la loi. Et dans la Constitution, c'est cette première loi d'un État, d'une République, qui organise l'accès à la citoyenneté, l'exercice de la citoyenneté, la protection de la citoyenneté, la promotion de la citoyenneté et les freins, les contrôles contre l'abus d'un citoyen par rapport à une situation de fait telle que la violation de la Constitution. Parce que même le chef de l'État est un citoyen, il est le premier à respecter la citoyenneté. Et la Constitution... L'incarner peut-être. L'incarner, la respecter et la faire respecter. Oui. Et quand il y a abus de pouvoir, abus d'exercice de cette qualité de premier citoyen du pays, la Constitution vient l'interpeller, vient l'arrêter, l'hudud tawaou. Est-ce que la citoyenneté, et là on se remémore une proposition, bien une déclaration d'un député du MSP, c'était durant les années 2001-2002, qui avait proposé de ôter à Hussein Ait Ahmed la nationalité algérienne.
invité dans une chaîne de télévision à un débat où le journaliste avait posa la question à Hussein Ait Ahmed, Rabbi yarhamou, en lui disant: Monsieur Ait Ahmed, il y a un député à l'Assemblée nationale qui vient de proposer de vous ôter la nationalité algérienne. Et ça, c'est toujours le débat qui revient avec la loi sur la déchéance de la nationalité. La réponse de Ait Ahmed était cinglante, était frappante, percutante. Il touchait au débat de fond. Il disait: mais monsieur, depuis l'indépendance du pays, depuis 1962, je lutte contre ce régime pour rendre aux Algériens leur citoyenneté. Aujourd'hui, force est de constater qu'il n'y a pas de citoyenneté en Algérie, dans le sens où les citoyens algériens sont appelés qu'à exercer leurs devoirs à l'occasion d'un vote, d'un plébiscite, à l'occasion d'une compétition électorale, à l'occasion de valider les thèses et l'arsenal juridique proposé par les autorités. Mais ils oublient que le citoyen a des droits. Et je me souviens, durant les années 2000 aussi, c'était en 2009-2010, nous avons mené à la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme une campagne nationale qui disait « Wajib al-muwatana haqqi ». Le devoir de la citoyenneté et son exercice est mon droit. Donnez-moi ce devoir d'exercer ma citoyenneté. Pas mon droit, mon devoir. Mon devoir d'exercer la citoyenneté, c'est-à-dire de me laisser libre de participer, d'entendre, de vivre une campagne électorale libre, transparente, d'entendre tous les sons de cloche, celui qui boycotte, celui qui participe, celui qui est avec le pouvoir et le pourquoi, celui qui est contre le pouvoir, l'opposition et le pourquoi, celui qui lutte pour l'état de droit, les droits humains et le pourquoi, les féministes qui luttent pour leurs droits et pourquoi, ces écologistes naissants qu'ils rendent invisibles, qu'ils invisibilisent au sud du pays, mais pourquoi? C'est toutes ces questions. Avant d'exercer ce devoir de citoyen, laissez-moi accéder à mes devoirs. Et le devoir, c'est d'entendre, de comprendre et entreprendre. Et là commence le droit à l'exercice de la citoyenneté. Abdelrahim, justement, dans cet angle de perception des choses, tel que vient de le définir Issa Rahman, dans un système où il y a un véritable terrorisme d'État, par le biais de la répression, de l'injustice, d'une justice qui est instrumentalisée pour mettre les gens en prison quand ils expriment leur droit à la citoyenneté, justement. Dans un système où ils ont créé l'article 87 bis, qui vous transforme en terroriste dès que vous exprimez une contestation de ce système, où la fraude électorale, qui est la base, le fondement principiel de la démocratie, est systémique. Elle n'est pas seulement systématique, elle est systémique. Elle est portée dans les gènes même du système, où le flicage est de règle, ça veut dire il ne choque plus, où la presse, le journalisme, a été transformé en basse propagande. Ça veut dire que ce n'est même pas une propagande élaborée, fine, subtile, c'est de la propagande des années 60. Comment peut-on concevoir, dans un tel cafouillis, dans un tel cafouillage, que la citoyenneté puisse se revendiquer, puisse s'exprimer? Je pense que ça dépend de l'angle à partir duquel on regarde ou on voit la citoyenneté, même on définit la notion de citoyenneté. Déjà, la base de la citoyenneté dans un pays, dans un territoire, dans une nation, c'est celle qui provient des entrailles de la population, c'est ce qui provient directement d'un citoyen. Sa citoyenneté, c'est d'abord le respect de sa dignité, le respect, là je parle de ce qui doit être garanti comme texte juridique,
la Constitution, les différentes lois, c'est-à-dire la loi, elle est là pour garantir une vie normale du simple citoyen dans le but de voir sa dignité respectée, dans le but de voir sa liberté d'expression. Et au-delà de l'expression, c'est la participation à la vie quotidienne, notamment politique, associative, syndicale et même économique. Mais qui n'existe pas. Ces droits qui doivent être garantis. Là, c'est-à-dire je parle de l'angle où la citoyenneté, on attribuerait à la citoyenneté une véritable définition. Le problème, c'est que la citoyenneté telle qu'elle est conçue par les systèmes totalitaires, notamment chez nous en Algérie, ce n'est pas la même définition. Un citoyen, il obéit à des ordres policiers, à des ordres tal-askar, entre guillemets, à des ordres de l'administration, c'est-à-dire de l'administration centrale, qui faussent carrément, clairement, la définition du citoyen et de ses droits fondamentaux et qui l'inscrivent dans une dimension d'obéissance, une dimension de soumission, une dimension d'un observateur qui n'a pas le droit de s'exprimer, qui n'a pas le droit de donner son ordre, pas l'ordre, donner son opinion, sa vision des choses sur les questions politiques, sur les questions sociales, économiques. Alors, c'est-à-dire, pour répondre à la question, dans tout c'est-à-dire ce brouhaha juridique, judiciaire, administratif, légal, ce n'est pas le nombre de lois qui manque en Algérie. Ce n'est pas le nombre de textes juridiques qui manque en Algérie, mais le contenu. La question qui se pose, où est la place de l'être humain dans tout ça? Où est la place du citoyen dans tout ça? Est-ce que le citoyen a le droit de contrôler ses institutions, comme par exemple les institutions élues au niveau local, au niveau national, ou est-ce que le citoyen est réduit à une voix électorale malgré lui? Il veut participer ou pas, il veut voter ou pas, il veut choisir, choisir ses représentants. Cela ne compte pas. Mais c'est pour ça que moi, tout à l'heure, j'avais parlé de Novlangue, ce fameux roman de 1984, hein, où la langue politique est réduite à sa plus simple expression, en quelque sorte pour réduire les capacités de réflexion citoyenne. Ça veut dire, par exemple, aujourd'hui en Algérie, quelle est la langue politique qui a cours? C'est celle qui parle de l'ennemi extérieur, de l'ennemi intérieur, du sionisme, du Mekhzen, le front interne pour faire face à l'ennemi de l'extérieur. C'est une question de récit. Là, le récit de... Le récit, absolument. Le récit, effectivement, et je vais rebondir sur ce qu'a dit mon ami Abdelrahim. Pour résumer, c'est la liberté des uns à disposer des autres. Que ce soit celui l'idara, celui qui travaille dans une administration, un élu, un secrétaire général, un militaire, et là on parle d'Algérie utile, qui dispose de l'Algérie inutile. Et dans ce récit, quand il y a des oppositions, quand il y a des voix discordantes, de l'Algérie inutile, on remonte en surface justement ce récit qui dit qu'actuellement, et puis ça, ce récit qui n'est pas un récit seulement algérien, hein, c'est un récit qui a tendance aujourd'hui à s'élargir, surtout dans le sud global, oui. Et même dans le nord. On ne parle plus de multilatéralisme, on ne parle plus d'instances multilatérales, que ce soit l'OMS ou l'OMC ou les Nations Unies ou les organisations internationales, etc. C'est qu'aujourd'hui, le trumpisme qu'on a évoqué la dernière fois, le poutinisme à côté et le Jinpingisme aussi du côté de la Chine a fait qu'aujourd'hui, la montée des dictatures dans le monde, la montée des régimes autoritaires, des conservateurs, des néoconservateurs, des impérialistes, donnent de la légitimité aux gouverneurs, aux potentats des régimes tels que le nôtre. Pourquoi? Parce qu'effectivement, aujourd'hui en France, on parle dans la campagne électorale passée, souvent les partis de gauche parlaient d'ingérence étrangère de la part de la Russie.
qui opèrent de la part de l'Inde, qui opèrent dans la information, dans la cybercommunication sur les candidats aux élections. Ça se passe en Europe. Ce langage a été repris par Alger. Il était repris par Alger, l'ennemi de l'extérieur, la main de l'extérieur, la main de l'étranger, la main étrangère. Il y a une différence. La main de l'étranger et la main étrangère, deux choses différentes. Et le Maroc à droite, Israël à gauche, en face on a la France, c'est un discours qui est usé. L'Algérie est ciblée. Il est ciblé depuis... Et dans tout ça, la citoyenneté complètement évaporée. Mais c'est si ça tant un est état qu'elle ait d'exception. déjà existé. C'est ça un état d'exception. Quand on met un État, c'est ça l'état d'urgence. Quand on met un État en situation d'urgence, c'est-à-dire l'urgence de construire un État, est bannie de leur dictionnaire. Voilà, et ça permet de passer à n'importe quoi. Le citoyen, dans tout ça, il n'est pas absent, mais il a été absenté. C'est-à-dire la tentative, c'est de l'absenter, de faire absenter le citoyen et la citoyenneté. Et c'est ce qui s'inscrit globalement, comme tu le disais, même en Europe, même voir ce qu'il se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, etc. C'est la guerre linguistique, c'est-à-dire ôter une définition, un sens à une expression qu'on a l'habitude d'utiliser au bon endroit, lui attribuer une nouvelle signification, dépêcher les médias, les politiques, etc., qui sont acquis à ces systèmes, de redire, de se baser, de refaire les mêmes expressions afin que ce soit... Agir sur le sens de l'expression politique. Pour que ça passe, effectivement. Alors, nous allons écouter le ministre de la Justice, je crois qu'il s'appelle M. Boujama. Pardonnerez, moi je ne connais pas leur nom. Qui va nous dire, va nous expliquer pourquoi cet amendement qui va passer, donc écoutons-le. وبعد مضي أكثر من 5 سنوات من صدور الدستور 2020 وإثر استكمال البناء المؤسساتي المنبثق عنه أبانت الممارسة الميدانية في تنظيم وسير بعض المؤسسات الدستورية والهيئات العمومية ضرورة تحسين بعض الجوانب التقنية المحضة في أحكامه، وهو الأمر الذي يهدف إليه مشروع هذا التعديل الدستوري. وبعد أن أبدت المحكمة الدستورية رأيا معللا مفاده أن مشروع التعديل الدستوري المطروح أمامكم لا يمس البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية. Alors, il nous présente cet événement un peu comme qui dirait une révision technique, pour reprendre leurs propres termes, où il nous dit que les grands équilibres ne seront pas concernés, qu'aucune atteinte ne sera portée à la constitutionnalité ambiante du dispositif. Mais en fait, de quoi s'agit-il ? Pourquoi recourir maintenant à ce qu'ils nous disent être quelque chose de tout à fait banal? C'est rien du tout. Est-ce que ça ne cacherait pas quelque chose derrière? Moi, je dirais que c'est une drôle de manière d'appeler l'accaparation du pouvoir en Algérie par un simple fait d'amendement technique, de révision technique. Vous savez, la Constitution, c'est la première loi d'un État. C'est la loi fondamentale. Et c'est elle qui garantit la répartition des pouvoirs, la définition des droits, des libertés, des devoirs, mais aussi la protection et la promotion de ces droits et devoirs à la fois. C'est elle qui réglemente les équilibres entre pouvoir et institutions. C'est elle qui définit le régime politique d'un pays. Le régime présidentiel, semi-présidentiel, parlementaire, etc. etc. C'est ça la Constitution. Après, il y a des lois organiques qui viennent s'ajouter au texte constitutionnel pour justement interpréter dans le terrain politique et juridique à la fois
les énoncés et les principes fondamentaux de la Constitution. Si on appelle ça aménagement ou amendement ou règlement ou révision technique, dans les 12, 13 ou 14 points proposés à cet amendement, on retrouve le rôle du Conseil national de la magistrature. On retrouve 2 ministères régaliens qui sont touchés par cet amendement de la Constitution, notamment l'Intérieur et la Justice. Et qu'est-ce que ça dit au juste? Quelles sont les dispositions? Et on retrouve avant ça, si Jamal, j'arrive à ce point, la Constitution ne peut pas être touchée sans un référendum populaire. Même pour ce qui est des révisions partielles techniques, dites techniques? Sans la consultation du peuple, il ne s'agit plus de constitution. D'ailleurs, l'histoire constitutionnelle du pays, on a vécu combien de constitutions? Oui. Est-ce que les présidents ont survécu à leur constitution? Non. Non. Et même celle-ci, peut-être faut-il le rappeler, je vous laisse poursuivre, qui a eu lieu en 2020, 2020. elle a subi le boycott massif Tout à le fait. plus important depuis l'indépendance du pays. Non seulement la Constitution, le référendum était boycotté par la société algérienne, mais même les 2 chambres du Parlement qui sont appelées à discuter, à statuer sur les amendements dits techniques, Oui. ne sont pas élus d'une manière... Boycott massif, tout aussi massif. Je dirais qu'ils étaient victimes du boycott. En plus du tiers présidentiel qui est désigné par le chef de l'État. Par le chef de l'État. Qui fait que c'est des chambres qui ne sont pas représentatives du tout. Tout à fait. D'un Donc, côté, le boycott, ministre de l'Intérieur. l'autre, tiers Le présidentiel. ministre de l'Intérieur, qui est ministre de l'Intérieur, des collectivités locales, des transports, on lui confère aussi dans cet amendement le pouvoir d'organiser logistiquement et le personnel des élections à l'occasion de cet amendement technique. C'est autant d'attributions qui ont été prélevées de l'ANI. Tout à fait. Alors on se lui pose être la confié. question, est-ce que c'était le scandale des résultats de l'élection présidentielle présidentielle qui a fait dépêcher les spin doctors du système, Absolument. ou l'élite organique, Absolument. à transférer les pouvoirs du peuple vers l'intérieur. Parce que l'ANI, c'est une institution qui appartient au peuple. Même si elle avait été sous la coupe de quelqu'un qui était totalement pourri. Mais Dans il le est récit vrai. du pouvoir, Voilà. philosophiquement, juridiquement, politiquement, cette instance, de toute façon, ce n'est pas l'instance de Kemal Jendobir en Tunisie. Oh, absolument. Absolument. 2 choses différentes. Absolument. Cette instance appartient au peuple. Ça, d'une part. Censé appartenir au peuple. 2, la justice. Quand on enlève au Conseil national de la magistrature les avis conformes quant à la nomination des postes clés, tels que président de cour, chef de cour, tels que procureur général dans les cours, tels que procureur principal dans certaines juridictions importantes, c'est qu'on a dénudé ce conseil. Il n'y a pas un autre terme. Il n'y a pas un autre terme. Les magistrats aujourd'hui, ceux qui sont dans ce conseil, ceux qui sont en activité, s'ils se taisent, ils acceptent d'être dénudés par ce genre d'amendement technique. Mais ils ne brillent pas par leur intégrité non plus, ni par leur indépendance. Pour dire les choses, moi je m'excuse, je suis un peu brutal, mais la justice algérienne, toute magistrature confondue, est réputée pour être un outil entre les mains du pouvoir dont il use et abuse pour fliquer davantage la population, pour la réprimer, pour la faire taire, pour l'étouffer. Et mon avis demeure que dans ce corps, il reste encore des femmes et des hommes Je n'en disconviens pas. qui sont intègres, Mais c'est à titre individuel, c'est à titre très personnel. qui peuvent opérer des changements. Il faut avoir cet espoir, parce que j'en connais des magistrats qui sont courageux, qui sont dignes. Saad-Eddine Marzouk, en Le club des 100. Pour ne pas, le club des magistrats. Le magistrat. pour ne pas citer des noms, c'est-à-dire par personne, etc., je pense que, comme tu viens de le dire, ça c'est très important. C'est que le pouvoir, ce qui devrait être ce qu'on appelle le pouvoir judiciaire dans un pays, le système en place, le système en Algérie, on a fait un appareil, et chaque année, Ce n'est pas un pouvoir séparé,
c'est un appareil. Il n'y a pas de séparation de pouvoir. Absolument. Nous avons On parle aussi d'autorité judiciaire. Oui, il y a autorité judiciaire. On parle aussi de, c'est-à-dire dans la description globale, on parle du pouvoir judiciaire. C'est pas ça c'est-à-dire le cœur de ce que je voulais dire. C'est que dans un État de droit, il y a d'abord la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice, les magistrats qui sont là pour trancher, pour rendre la justice quand le citoyen ou des institutions sont menacés. Il y a autre chose, c'est que le système qui nous gouverne a fait du pouvoir judiciaire ce qui doit garantir en réalité les équilibres, la justice, la vérité dans un pays, garantir et faire triompher dans tous les cas la question de la justice. Il en a fait un appareil aux mains d'un système qui, chaque année, je dirais, opère des changements parce qu'il ne fait pas confiance à ceux qui sont dedans. Qu'on le veuille ou pas. En Algérie, dans les différentes, c'est-à-dire dans les différents tribunaux, chaque tribunal a sa spécialité, etc., il y a des hommes et des femmes qui se basent sur les textes juridiques, qui regardent la vérité en face et qui peuvent à tout moment statuer et rendre la justice. Ce sont ceux-là qui ont rendu, entre autres, parce que même dans le secteur médiatique, le secteur associatif, syndical, etc., il y a des citoyens qui ont rendu ce pouvoir qui nous gouverne paranoïaque, au point de, à chaque fois qu'il y a ou des élections qui se préparent, ou peut-être des échéances très importantes, vous pensez vraiment qu'il y a des magistrats intègres au point d'inquiéter ce système? Ils ne nous disent jamais aux infos que tel magistrat a été transféré vers le sud, il a été démis de ses fonctions, il a été mis à la retraite. Le sud qui est utilisé comme une sanction. C'est une sanction. C'est une double injustice. Alors ça, y compris pour les populations du sud, qui procèdent du financement de l'économie nationale et qui sont traités comme un ne serait-ce que peu, mais c'est une réalité qu'il faut dire. C'est juste pour dire que dans cet appareil judiciaire, il y a encore des hommes et des femmes, des procureurs, des magistrats, sur le bout des doigts d'une seule main. Mais qui sont toujours victimes de ce système, qui n'en veut pas. Parce qu'il veut toujours redéfinir la citoyenneté, redéfinir la question du droit, redéfinir la question des droits humains, redéfinir la question de la dignité humaine. Mais aussi, je voulais rajouter deux choses, Si Jamal. S'il y avait dans le corps de la magistrature que le club soit enregistré et puis il active pleinement. Oui. S'il y avait des syndicats, quand on voit la Gazette du Palais, à Paris par exemple, quand on voit la Gazette du Palais, ces débats houleux entre le syndicat des jeunes magistrats, entre le club des magistrats, entre le CSM en France, et là c'est des magistrats tagalamantaï. Autant de signes de bonne santé. C'est un signe de bonne santé. De bonne santé de la corporation. Donc on ne peut pas avoir une documentation, une vision claire sur ce qui se passe dans la magistrature. Ou c'est le silence des cimetières. Voilà, ça d'une part. Et si tu me permets, Aïssa, c'est que cette dite, c'est-à-dire la dite réforme technique, c'est dans le but aussi d'éloigner au maximum possible la question du syndicat des magistrats. C'est-à-dire de clouer le bec à toute tentative tout à fait. Et c'est une main prise directement sur le corps. Hein. C'est une main prise directement sur le corps. Ils ont besoin d'une autre emprise que celle qui existe. Deux leviers. Ils ont encore besoin de ça. D'accord. Voilà, donc Alors, moi, je me permets de vous interrompre. Pourquoi? Parce que nous allons d'abord essayer de comprendre ce qu'est cette réforme technique ou cette révision. Nous allons d'abord écouter les partis politiques et les réactions des uns et des autres, ce qu'ils nous disent sur la question. C'est un dialogue franc. Il faut souligner que ce n'est qu'un amendement technique qui n'impacte pas l'essence même de la Constitution et ses articles intangibles. Nous avons apporté nos propositions, notamment en ce qui concerne la liste électorale, les nouvelles wilayas, et en ce qui concerne également les quotas et les sièges des représentants de la communauté. Les recommandations de ces consultations politiques vont certainement nous rassembler sur un accord commun. Des explications ont été apportées sur des articles concernés par cet amendement, ainsi qu'une lecture approfondie de ces articles afin qu'il y ait une cohérence avec les questions d'actualité. Nous portons un intérêt particulier à la loi organique portant régime électoral.
qui a suscité un débat profond, notamment en ce qui concerne le contrôle d'habilitation des candidats et les listes électorales. Alors, d'autres réactions, moi j'aimerais bien écouter celle de M. Bengrina, entre autres. Hein. Ce serait intéressant. Oui. Ce qu'on a vu, on a vu 4 chefs de parti qui siègent à l'Assemblée nationale. Et là, je reviens à tout ce que j'avais dit au départ. Permettez-moi d'exercer mon devoir de citoyen. Je voulais entendre les partis d'opposition. Oui. Parce que le PT, le PST, le RCD, le FFS, l'MDS, l'autre mouvance. L'MDS n'existe plus, pour ainsi dire. Plus, mais bon. Où est ce devoir, où est cet exercice du devoir de la citoyenneté? Tout simplement, il ne faut pas rêver. Voilà. Mais ça n'existe pas en Algérie. Et là, le droit à la liberté d'expression sur des sujets aussi cruciaux, aussi importants, c'est silence des cimetières. Personne n'a le droit de s'exprimer. Ça, c'est la classe politique. Est-ce qu'on a entendu des constitutionnalistes, des académiciens, des chercheurs en la matière? Non. Il en existe beaucoup. Parce qu'il n'y a de liberté à s'exprimer que pour les intellectuels organiques. Est-ce qu'on a invité dans des plateaux de télévision quelqu'un qui soutient la thèse du pouvoir et son dans la opposition? Télévision publique, dans la télévision privée qui est sous la coupe du régime, vous n'entendrez jamais ce son de cloche. Merci Sidjamal. Donc il n'y a pas de devoir de citoyenneté, il n'y a pas de droit de citoyenneté. Tout simplement. Abdrahim. Moi, je pense que les interventions qu'on vient d'écouter, et c'était la même que tout à l'heure, à chaque fois qu'on intervient sur cette révision technique, on rassure, c'est-à-dire de prime abord directement, rassurez-vous, ce n'est qu'une retouche, ce sont que des retouches qui ne touchent pas à l'intégrité du citoyen, des institutions, l'équilibre économique, politique, etc. Les événements nous ont appris qu'à chaque fois qu'un système totalitaire commence par rassurer, c'est qu'il faut penser à l'inverse. C'est que réellement, c'est des réformes techniques telles qu'ils les ont appelées, mais qui sont là pour creuser encore davantage le fossé de l'inhumanité, le fossé de la répression, la répression du citoyen, mais aussi d'éventuels éveils politiques, hein, même parlons pour peut-être, dissuader si on peut parler toute velléité de... Dans quel pays un président de la République, d'ailleurs c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça reste opaque, la dissolution des assemblées, assemblées c'est la question que j'allais poser. Les assemblées locales, les municipalités, est-ce que ceci va être fait pour annoncer des élections municipales c'est-à-dire anticipées, des élections législatives. J'ai une question très importante. J'ai envie de dire juste une dernière phrase, Jamaldine, si tu me permets. Bien sûr. Les dernières élections législatives en Algérie, c'était en mai, de toute façon c'était avril ou mai 2021. Ce qui fait que là, nous sommes à 5 ans de mandature. Ce qui fait que techniquement, les prochaines élections devraient se faire dans 3 mois. Est-ce qu'on en parle? Personne n'en parle. Parce que personne n'en parle parce que ce ne sont... Je m'excuse d'être aussi excessif, d'être un peu brutal. C'est parce que ce n'est pas un parlement. Ce sont des chambres d'enregistrement. Comme le Sénat. Le Sénat, c'est un bien grand mot pour cet assortiment de vieux apparatchiks qui devraient être dans leur lit. Ça montre une chose. Hein? Ça montre que même le système qui vante la question des élections de la démocratie en Algérie ne reconnaît pas ces échéances électorales. Il ne parvient plus à se renouveler. À chaque fois qu'il a besoin de remplir le Sénat, de remplir l'Assemblée nationale, à chaque fois qu'il a besoin de montrer un semblant de représentativité locale, il fait appel aux élections, qu'il y ait participation ou pas. Il utilise une base sociale, la corruption, le mensonge, etc. Il y a élargissement des pouvoirs du chef de l'État. Il avait le pouvoir de dissoudre le Parlement, de dissolution du Parlement. Et là, donc, il étend ses pouvoirs vers les institutions élues à la base. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Donc, on caporalise la vie politique. Nous allons écouter M. Bengrina. Et puis, j'ai 2 questions, justement, dans cet ordre que vous venez d'évoquer.
avec lequel nous allons finir l'émission, mais nous allons écouter d'abord M. Benguerina, parce que c'est un personnage savoureux qui dit des choses très, très intéressantes. La réforme du régime électoral que nous considérons au sein du FFS une nécessité absolue pour bâtir une démocratie représentative réelle et permettre aux partis politiques de jouer leur rôle et donner l'occasion aux Algériens de choisir leurs représentants. La majorité des points et manquements que nous avons relevés concernant le régime électoral ont été pris en considération. Nous saluons cette étape positive en présence des partis politiques afin d'enrichir la loi portant régime électoral et les amendements techniques. Parmi les points abordés, l'autorité indépendante des élections et ses prérogatives. Aujourd'hui, nous nous sommes mis d'accord sur l'amélioration des pratiques et aller vers des élections qui permettront d'établir. Alors, la question que j'aimerais vous poser à tous les deux, d'abord, ce qui n'est pas précisé dans les communiqués, dans les textes qui ont été rendus publics, dans les articles de presse, ce qui n'a pas été précisé. C'est d'une importance capitale. On nous dit que le président a le droit de renouveler les API et les APC, les municipalités élues à la base. Voilà. Sauf qu'il ne précise pas s'il le fait sur un plan collectif, ça veut dire qu'il renouvelle toutes les APC et toutes les API en une fois, c'est national, c'est un renouvellement national, ou alors est-ce qu'il s'est donné le droit de sanctionner les mairies et les API qui ne fonctionnent pas comme il veut et de pouvoir les suspendre et refaire leurs élections au cas par cas. Et si c'est le cas, ce n'est pas précisé, je vous le précise tout de suite, mais et si c'était le cas? Et si M. Tebboune demain pouvait renouveler l'APC de Tizi Ouzou, renouveler l'APC de Ouargla ou l'API de Sétif? Est-ce que cela est concevable, selon vous? Ça, je pense que des lois comme la loi sur le régime électoral et la répartition de l'aspect administratif sera revue aussi. Parce que comme ça, un texte de constitution se tait sur une matière, les lois organiques viennent combler les silences qui sont dans la Constitution. Et ces lois organiques, on peut l'imaginer à travers la loi sur les partis politiques ou la loi sur le régime électoral, etc. Donc pour le moment, je ne peux pas me prononcer, je ne peux pas avoir d'avis. Mais et si c'était le cas, de quoi ceci serait-il le nom? Si M. Tebboune demain pouvait, comme ce n'est pas précisé, dissoudre n'importe quelle APC, non, mais on a vécu n'importe ça quelle en API. 2001, c'est Jamal. Il faut se rappeler qu'à l'époque, Ahmed Yahya avait procédé à la dissolution des APC élus en Kabylie. C'était en 2005. Peut-être en la 2005, suspension ou la dissolution? La dissolution. Sans texte fondamental? Sans texte de référence? C'était une note. Je ne peux pas, là, je peux pas dire, je peux pas m'avancer sur quelque chose que je ne maîtrise pas. D'accord. Est-ce qu'on se référant à un texte ou pas, je ne saurais vous dire. Mais par contre, l'action politique en elle-même, la décision politique, il y avait dissolution des APC en 2005. Bien sûr, elle sera motivée d'un point de vue juridique et politique à la fois. Et organisation d'élections partielles. D'accord. Et comme notre régime, il a cette capacité de codifier ce qui était déjà en vigueur avec une telle classe politique. Je n'ai pas vu tout à l'heure les interventions du FFS, du PT. Le FFS, on l'a vu. On vient de la voir dans la deuxième séquence. Oui. Ben, je dirais, si toute la classe politique accepte et accepter que des arrangements techniques qui transfèrent aujourd'hui tous les pouvoirs au chef de l'État, la mainmise sur l'intérieur, sur la justice, s'ils acceptent ça, il n'y a plus de classe politique. Abdelrahim? Moi, je pense que c'est dans cette perspective. Ce n'est pas des réponses que je vais apporter, mais la question sur la présence ou l'existence de la classe politique qui porte bien son nom en Algérie, avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce qui est en train de se passer, l'implication de ces partis politiques, y compris ceux qui se disaient à un moment donné de l'opposition, je pense que
le militantisme, le syndicalisme, le militantisme politique, partisan, s'est malheureusement transformé en carriérisme. Ça veut dire que c'est dommage, c'est triste que dans des partis d'opposition, la lutte pour des causes nobles, pour des causes citoyennes, effectivement pour la protection des droits à la citoyenneté se transforme en carriériste, en carrière politique, avoir un poste d'élu municipal, être maire ou avoir un poste de député, sénateur. D'ailleurs, les contradictions, on les a vues. Le FFS qui a boycotté les élections législatives en 2021, suite à la base, c'est-à-dire à la pression de la base militante, il a participé aux élections sénatoriales. Les sénateurs, les députés qui font partie du même pouvoir, le pouvoir législatif. C'est là qu'on peut comprendre. Il a même participé au présidentiel. Au présidentiel. Il a joué le rôle du lièvre. Ce que je voulais dire, c'est que dans c'est-à-dire dans le même pouvoir législatif constitué des deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, on boycotte l'Assemblée nationale, on participe au sénatorial, c'est-à-dire dans la même institution, on a des contradictions. Je pense qu'on a toutes les preuves nécessaires qui montrent que la classe politique, elle est très très loin des aspirations du peuple. Alors nous arrivons au dernier tour de micro. Peut-être pourrions-nous revenir un peu sur cette notion de citoyenneté en ces heures très sombres où les uns manipulent comme ils veulent, où d'autres sont un peu dans le petit complot quotidien à se creuser des choses-trappes les uns les autres. Où en est la citoyenneté dans tout ça? Est-ce qu'il y a quelque part une promesse qui pourrait éclore pour que les Algériens puissent enfin recouvrer, si tant est qu'il l'ait eu un jour, leur pleine citoyenneté? Il faut toujours se battre pour ça. Être citoyen et l'exercer pleinement, c'est un combat de tous les jours. Ça commence par l'association des parents d'élèves, jusqu'à une grande association, un grand syndicat, et même un parti politique. Et là, donc, la classe politique, c'est trop vulgaire de le dire, parlons de classe, plutôt, que de classe politique. Et l'un des outils aujourd'hui, et l'un des mécanismes les plus importants entre les mains des autorités, c'est à travers la classe politique, pour être généraliste, qu'on arrive à exercer la citoyenneté, qu'on arrive à être citoyen. Et Aït Ahmed avait donné la meilleure réponse à ce député qui voulait ôter la nationalité à Hussein Aït Ahmed. Pour moi, me concernant, je me réfère toujours à cette belle leçon de citoyenneté que le peuple nous a donnée en 2019, c'est-à-dire le Hirak, avec toutes les constitutions qui ont été élaborées à chaque fois qu'il y a un président en Algérie, il ramène sa constitution à sa guise. C'est comme un costume sur mesure pour le président. Nous avons en ce moment un président pris d'une certaine paranoïa qui fait non seulement fliquer les administrations, les institutions, les plus basses institutions au pays, mais la révision constitutionnelle, les lois qui sont mises en place, qui sont des lois liberticides, répressives, ne le rassurent pas au point où chaque année, on doit mettre en place des notions juridiques, des notions politiques. Ce que je voulais dire, c'est que malgré toutes ces constitutions, cette série de constitutions dont le nombre épouse parfois plus le nombre de présidents désignés que l'Algérie a connu, le peuple n'a pas perdu son sens de la citoyenneté. Le pouvoir essaie de nous ôter la notion de la citoyenneté, mais le sens de la citoyenneté. Vous pensez vraiment, Abderrahim Moussaoura, je me permets de vous poser la question parce que je ne pense pas du tout comme vous. Moi, j'en suis convaincu. En ces temps où j'ai l'impression que la citoyenneté est en vraie déshérence, où elle n'est revendiquée quasiment par personne, où les élections sont systématiquement et systémiquement l'objet de fraude et de bourrage. Il se peut que le silence est une réponse des citoyens. Il se peut que le silence est une réponse citoyenne. Le silence est Pourquoi? une Parce que question de 2022, le responsabilité. 22 février 2019, souvenez-vous, 3 ans après cette date, nous avons appris au monde entier c'est quoi l'exercice de la citoyenneté, c'est quoi être citoyen.
Et il se peut qu'actuellement, la réponse du citoyen algérien, qui est fondamentalement construit avec son histoire, avec son présent et sa vision pour l'avenir, répond au régime, à la classe politique par le silence. Et le silence est souvent une réponse qui n'a pas besoin d'appel. Magnifiquement conclu. Espérons que sous la cendre, la braise du Hirak est toujours vivante et qu'elle ne va pas tarder à flamber de nouveau pour illuminer notre vie, nos espoirs d'un monde meilleur en Algérie. Espérons-le. Merci à vous deux, merci à Issa Rahmoun, merci à Abdelrahim Moussawar, pardon. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bonne soirée à vous.